Salut. Alors je voulais faire une vidéo à la suite d'une autre vidéo que j'ai vue hier. Donc le titre c'est Merveille de la création et c'est un mec en fait que j'apprécie énormément parce qu'il a une vision de la vie qui est bon, elle est assez particulière, mais moi j'adore parce qu'elle me fait découvrir vraiment des aspects, des choses en fait auxquelles j'avais pas pensé avant. Donc voilà, je voulais rebondir sur sa vidéo parce qu'en plus c'est des choses que je voulais parler. Donc je me suis dit c'est l'occasion. Et de ce qu'il dit, je vais mettre des exemples et apporter aussi ma vision à moi. Moi maintenant, vous devez le savoir, si vous regardez ma chaîne, j'ai une vision de plus en plus spirituelle de la vie. Enfin, la vision spirituelle de la vie pour moi est super importante. Donc dans cette vidéo, on va parler des merveilles de la création. Et donc, comme le dit justement Antoine, enfin Stéphane dans la vidéo, quand on parle de création, c'est-à-dire qu'il y a forcément un créateur. Enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Et donc on va voir justement à travers tous les exemples qu'il y a, surtout des exemples aussi très concrets quoi, à quel point ce truc-là de création et de créateur on peut le voir dans la vie de tous les jours. Et aussi au niveau des aspects scientifiques. Il y a un créateur qui a été à l'initiative de cette création. Ici, tout ce qu'il y a ici obéit à des lois. Et ces lois, elles ont été choisies. C'est pas des lois qui sont apparues toutes seules et qui ont décidé toutes seules de rester fixes. Voilà. Donc les constantes et les variables, elles n'ont pas décidé toutes seules d'être soit des constantes, soit des variables. Donc voilà, j'ai changé de plan parce que entre temps j'ai fait une heure de recherche par rapport à ces constantes dont Stéphanie parle. Et du coup voilà, je me suis mis au soleil. Et c'est vrai que ce que j'ai vu, alors déjà c'est une formation comme moi scientifique. Alors on a vu en physique, etc., qu'il y a des physiciens, des astronomes, etc., qui avaient découvert des lois en fait. Et ces lois, alors ils devaient être fascinés quand on a découvert ça, parce qu'en fait c'est comme des lois qui étaient inscrites déjà dans l'univers et la nature, et en fait eux ils ont que fait découvrir ça. Et dans ces lois-là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a vraiment des constantes. Après, d'où sortent ces constantes, et ça c'est une question, c'est une énigme, mais après on va voir avec une constante que je vais vous présenter, en pi et le nombre d'or, vous allez voir que c'est juste incroyable quand on utilise ces constantes, ce qu'il y a derrière. C'est vraiment mystique et je crois qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Mais déjà, si on prend des lois bien connues, hein, Einstein qui parlait de E égale mc2, bah, on voit qu'il y a une constante, c'est la vitesse de la lumière. Quand on prend ce que Newton il avait découvert par rapport à la loi de gravitation, on voit bien que dans cette formule, il y a la constante gravitationnelle qui est G, grand G. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est en regard G, on voit que c'est 6, avec plein de nombres. On peut dire que c'est hasardeux tout ça. Mais quand on regarde pi, pi qui est une constante aussi, c'est tout simplement euh, la relation entre la circonférence du cercle et le diamètre. Et donc là, on va s'attarder un peu sur pi. Pas trop parce qu'il y a tellement à dire. Et avec les décimales de pi, il y a quelque chose d'incroyable. Si on prend juste la suite des nombres après la virgule, alors déjà, c'est pas périodique à partir d'un certain rang. Alors je sais pas à partir de quel rang. Pour ça, ok, ça encore on peut s'imaginer. On dit bon bah ok, c'est un nombre hasardeux, que ce soit pas périodique. Allez, on va dire que c'est voilà, c'est possible. On dit que c'est un nombre univers en mathématiques. Alors déjà le nom, voilà, il n'a pas été pris au hasard. Ça veut dire qu'en fait, les décimales de pi, et qui sont infinies, peu importe le nombre qu'on veut prendre, même si on prend un nombre comme 6 milliards et 7 millions 658 342, bah en fait ce nombre-là, et même plus si on prend des nombres gigantesques, bah en fait peu importe quel nombre on prend, on le retrouvera toujours dans les décimales de pi. Si on prend notre alphabet ça va de 1 à 25, on peut l'écrire avec des chiffres. En fait ça voudrait dire que si vous prenez n'importe quel livre, et les phrases dans les livres avec les lettres, vous les transformez en système de chiffres, bah, peu importe la série, peu importe à quel point ils sont longues, hein, elle est longue cette série, bah, en fait vous allez la retrouver dans pi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait pi c'est comme si c'était une signature qui contenait tout. Et si là-bas on se dit juste c'est un ratio entre la circonférence d'un cercle et le diamètre, bah là on est... Bah, c'est incroyable, enfin je sais pas, c'est... Moi je trouve ça incroyable. Et du coup quand on a ça, on peut pas se dire c'est le hasard qui a fait ça. Enfin, il y a quelque chose derrière ça. Et j'ai encore parlé du nombre d'or. Alors en gros, le nombre d'or, en fait, c'est un truc de proportion. Alors on prend un segment, on délimite A et B, ils sont quelconques. En gros, on se demande est-ce qu'il n'y a pas une constante entre la somme des deux sections sur la plus grande et la plus grande section sur la plus petite. Voilà. Alors, dit comme ça, peut-être c'est pas clair, mais avec un schéma et l'équation qui va avec, alors on peut voir ce que c'est. Et en gros, là, ça donne 1,6 à peu près. Voilà, il y a d'autres décimales après. Plein d'hommes qui sont passés sur cette terre, plein de génies, que ce soit en architecture, en musique, en peinture ou en sciences, ils ont vu que dans ce nombre, il y avait quelque chose d'incroyable. Déjà, moi, j'avais vu, on proposait des carrés avec des proportions différentes.
Et en fait, intuitivement, les gens, en plus grande proportion, choisissaient, quand on leur posait la question quel est le plus beau carré pour vous, le plus harmonieux, on choisissait tout le carré avec une proportion de nombre d'or par rapport à la largeur et la longueur. Donc c'est comme si dans ce nombre d'or, c'était un peu comme une signature de beauté, d'harmonie. Et beaucoup d'artistes l'ont vu, et on retrouve ça dans certaines peintures, par exemple la naissance de Vénus de Botticelli, ça a été fait à la Renaissance. Et en gros, on a observé qu'il y avait des proportions par rapport au nombre d'or, et en fait, on ne sait pas s'il l'a fait exprès ou pas. Après, des exemples comme ça, il y en a plein d'autres, notamment Da Vinci, qui peignait lui aussi, donc il a fait des peintures aussi où on peut retrouver ce nombre d'or. Mais lui, voilà, moi j'ai plus parlé de ce qu'il a découvert avec l'homme de Vitruve, c'est très connu comme représentation. Il y aurait une relation de nombre d'or entre la longueur qui nous sépare de la tête au nombril, et la longueur qui nous sépare du nombril au pied. Et donc ça donne nombre d'or. Dommage que j'ai pas de mètre là, je suis pas chez moi, donc je peux pas mesurer. Et en fait, je pense que si chacun le fait, personne ne trouvera exactement le nombre d'or, mais peut-être certains vont trouver 1,7, 1,5. Mais là, ce qui est intéressant aussi, ça me pousse à faire une vidéo, j'aimerais bien faire ça, où en fait je mesure ça dans la rue, ça peut être pas mal. Dans la rue, je demande aux gens si je peux les mesurer. Et après, j'en mesure, je sais pas, une cinquantaine, une 100, faut voir en probabilité jusqu'à quel point ça nous fait une bonne moyenne. Et après, on regarde si ça fait le nombre d'or. Ça, j'aimerais bien faire ça. C'est un truc facile à vérifier en fait. En architecture, on trouve ça dans les pyramides d'Égypte. J'avais fait une fois ça avec un pote. Ça à refaire aussi. Et on avait trouvé le nombre d'or dans des proportions. Franchement, on était impressionnés. Dans les cathédrales, il y a ça bien sûr. Les architectes de cathédrales, voilà, on pourrait faire une vidéo aussi là-dessus. Il y a beaucoup de symboles, beaucoup de mesures précises et ils avaient conscience de ça. Et enfin, dans la nature, il y a le nombre d'or. Et là, c'est la preuve, là, l'une des plus significatives, c'est comme c'était une signature, quoi. À partir du nombre d'or, on peut faire une spirale d'or. Parce qu'en fait, ça correspond à la suite de Fibonacci et on peut construire une spirale d'or à partir de cette suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout expliquer. Pareil, je mets un lien d'une vidéo d'un mec qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. Vous pouvez voir ça en détail, hein. Dans les pommes de pin, il y a des spirales et ça fait des suites de Fibonacci. On retrouve le nombre d'or à l'intérieur. Dans le tournesol, il y a ça. Dans les coquilles d'escargot et dans les plantes. Et après, dans la formation des arbres, à ce qui paraît, dans comment les branches se construisent, bah, ça fait une suite de Fibonacci. Enfin, par rapport au dédoublement des branches. Cette question de comprendre que nous sommes dans une création et qu'il y a un créateur, c'est vraiment au carrefour entre le créationnisme qui est décrit dans les religions d'une façon qui est un peu étrange, suffisamment étrange pour que les personnes du courant matérialiste l'observent en disant voilà, ça c'est de la connerie. Et nous on a une autre interprétation de comment la création s'est faite. Et donc là, c'est intéressant ce que dit Stéphane, parce qu'en fait, et je vais rebondir par rapport au nombre pi et le nombre d'or, parce que j'ai lu que quand il y avait des gens qui justement clamaient qu'il y avait quelque chose d'ésotérique et de mystique en rapport avec un secret de l'univers, bah, il y a plein de gens qui s'y opposaient. Je sentais qu'en fait, il y a des gens qui s'opposaient, mais juste ils s'opposaient parce qu'en fait, en eux, ils voulaient pas accepter qu'il y a, qu'il y avait, qu'il peut y avoir en tout cas, une signature de l'univers dans ces constantes-là. Ils voulaient à tout prix défendre le truc, enfin leur croyance qu'en fait tout est hasard, quoi. Après, je pense qu'aussi dans le truc, il y a d'autres personnes qui veulent à tout prix montrer que c'est un truc ésotérique et mystique, et donc ils rentrent dans les trucs abusifs. Voilà. Donc je pense qu'il y avait aussi de ça, je dis pas le contraire. Et là, ça montre vraiment qu'il y a ces deux extrêmes aussi. Comme a dit Stéphane, il y a le créationnisme avec les religions, où on a dit, pour prouver qu'il y a Dieu, etc., enfin qu'il y a un créateur, on a voulu donner des images de la création de l'univers vraiment très basiques, et en fait, maintenant qu'ils sont dépassés. Peut-être à l'époque, il fallait ça, juste pour faire comprendre quelque chose aux humains. Et à l'autre extrême, pour moi, c'est les gens qui sont, je les appelle les scientistes, parce qu'ils sont à fond dans la science, mais dans la science qui va à tout prix montrer qu'il n'y a que du hasard. Donc ces personnes-là, ils vont être dans une négation, ne serait-ce de la possibilité qu'il y a une intelligence. Et donc ici, je vais revenir sur cette fameuse séparation qui s'est accentuée il y a un siècle entre l'approche
je vais qualifier matérialiste et l'approche spirituelle, parce qu'avant elle n'était pas séparée. À l'époque actuelle, nous parlons beaucoup d'astrophysique. L'astrophysique, on peut raccrocher à de l'astronomie, mais ce qu'on appelle astrologie a disparu. Alors qu'avant, encore une centaine d'années, voilà, ces compétences, tout était ensemble. Et ça, en fait, on le remarque vraiment quand on regarde ce qu'étaient les scientifiques à une certaine époque. On voyait qu'ils étaient vraiment tout à la fois scientifiques, des fois, comme Leonardo da Vinci, hein, je vous ai parlé de lui, il était scientifique, peintre, architecte. En fait, lui, il avait compris qu'en fait, les réponses il était passionné partout parce que les réponses de la nature, les merveilles, étaient dans tout. Donc, il cherchait pas juste à s'enfermer dans un truc et penser que la vérité était juste là. Ouais, ils avaient une connaissance globale. Pareil, ici on parle de physique, mais ce qu'on appelle la métaphysique, ce n'est plus... C'est pareil, ça a eu tendance à disparaître des compétences universitaires. On a la même chose avec la chimie, et cette alchimie qui a été mise de côté, qui n'est plus présente que dans les sociétés initiatiques. Et également, on a la philosophie, qui était vraiment la science de l'âme il y a encore plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Cette philosophie, elle a été éclipsée par les aspects de psychologie, et la médecine est principalement devenue maintenant une science de fonctionnement du corps au niveau physique et chimique. Moi, je prends l'exemple le plus flagrant, c'est Newton. Newton, déjà, qui premièrement, il a fait des découvertes incroyables, comme la loi de gravitation que je vous parlais au début. Il y a plein de principes physiques basiques, mais qui ont permis de construire la base de la physique, donc qui ont été trouvés par lui. Et lui, en fait, quand on l'étudie, et ça, on n'en parle pas parce que ça plaît pas on va dire, ceux qui sont à fond dans la science. La science qui veut montrer que c'est le hasard à tout prix. En fait, il a plus écrit, quand on regarde les textes qu'il a écrits, il a plus écrit sur la religion que sur les sciences, déjà, premièrement. Donc il avait une foi qui était incroyable quand on lit un peu sa biographie. Et deuxièmement, justement, il était alchimiste, il était astronome, etc. Mais il était alchimiste et astrologue. Hein. Donc en gros, il voit que l'alchimie est en lien avec la chimie et l'astrologie est en lien avec l'astronomie. Et là, ce truc-là, on l'a perdu. Et maintenant, il y a les deux extrêmes. À chaque fois, quand on perd un truc qui est dans l'unité, on construit deux extrêmes. Maintenant, il y a l'astrologie bidon des magazines. Et du coup, il y a l'astronomie qui prend plus en compte l'astrologie. Et du coup, l'astronomie qui prend plus en compte l'astrologie, elle va voir qu'il y a une astrologie des trucs des magazines où on dit horoscope du jour, Capricorne, tu vas passer une merveilleuse journée et tu auras une bonne relation professionnelle aujourd'hui. C'est du n'importe quoi ça. Et ça décrédibilise la vraie astrologie. Quand on s'y intéresse, c'est super pointu et c'est un truc à creuser aussi. Voilà, c'est pas simpliste. Et c'est ça en fait. Et en fait, c'est toujours ça. Quand on veut s'opposer à quelque chose, on va voir les trucs les plus simplistes. Moi, je suis le premier à le faire, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc maintenant que je remarque ça, je le fais moi. Mais on regarde des trucs les plus simplistes et on va tout cracher sur les trucs simplistes pour défendre ses croyances. Il y a un insecte qui s'appelle le bombardier. Donc c'est un insecte, en fait, quand on regarde à l'intérieur, finalement, à l'intérieur de lui, il a une chambre où il y a un gaz qui va s'accumuler, où il va avoir un processus chimique qui va engendrer une combustion, une explosion, et où il va expulser ce gaz, cette explosion pour se défendre. Les gens qui ont regardé ça, ils ont dit mais ça c'est trop précis, c'est impossible que ça soit fait tout seul. Il y a besoin d'une intelligence qui va diriger pour aller dans cette direction-là. Ça ne se fait pas tout seul. Stéphane, il a parlé de cet insecte avec ce mécanisme de défense incroyable. Moi, j'ai parlé du camouflage parce que dans la nature, les insectes notamment ont développé des camouflages mais qui sont impressionnants et d'une intelligence telle qu'on peut pas se dire c'est le hasard qui a fait ça. Dans ce que Darwin il dit, moi je suis d'accord qu'il y a plein de mécanismes, on le voit aussi chez l'homme, on crée plein de mécanismes et de trucs pour survivre et se protéger, s'adapter. En gros, c'est une force en nous, la survie, pour créer des choses. Donc là, c'est pareil, ça je suis d'accord. Mais dire que c'est le hasard qui a créé ça, c'est... Enfin, regardez ça, c'est cette chenille qui a une queue en forme de serpent pour que les prédateurs aient peur de la chenille, c'est incroyable. Ou le caméléon, c'est très connu ça, qui pour se camoufler prend les couleurs de l'environnement, ou ce caméléon-là qui a pris carrément les couleurs du feuillage. Il a sûrement un mécanisme intérieur au niveau hormonal incroyable pour changer de couleur. Donc voilà, je pense que c'est le début d'une série de vidéos que je vais commencer parce que là, je pense que je vais prendre des petits thèmes et je vais en parler plus précisément parce que des merveilles dans cette création, on a tellement.
Et je pense que ça mérite le fait de s'attarder dessus et bien les étudier, comme le nombre pi, enfin des mystères comme ça aussi, quoi. Donc merci de m'avoir écouté et bon, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.